Place the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler des maladies psychosomatiques. Et je vais vous dessiner un iceberg. Pour les personnes d'entre vous qui ont déjà lu mon livre, ben vous l'avez vu parce qu'il est un peu en début de livre, mais je vous le redonne parce que il est juste une manière très pratique d'exprimer la problématique. Donc je vous dessine très schématiquement un iceberg. Peut-être que vous savez que la glace a un poids spécifique comme tout autre élément chimique d'ailleurs, mais qui fait que en fait la glace elle flotte avec un rapport de 1/6 au-dessus de l'eau et 5/6 sous l'eau. C'est toujours ce même rapport. Ça fait à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, là, on a la partie visible de l'iceberg et là, on a la partie invisible de l'iceberg. Entre la partie visible et la partie invisible, nous avons un niveau, c'est le niveau de l'eau, qui fait la différence. Au-dessus, c'est visible, au-dessous, c'est invisible. Et c'est la même chose pour notre psychisme. Nous avons une partie qui est consciente et une partie qui est inconsciente. Et en fait, vous voyez que la partie inconsciente est bien plus importante que la partie consciente. Et ce qui fait la différence entre les deux, c'est le niveau de conscience. Alors, de nos jours, c'est encore bien plus facile d'imaginer notre psychisme selon le modèle de l'ordinateur. En disant, là, il y a le disque dur, et là, il y a l'écran. Sur l'écran, on peut voir qu'est-ce qu'il y a dans le disque dur. Mais on ne voit jamais tout en même temps. Donc notre disque dur, il enregistre des choses tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Depuis que nous sommes, même in utero probablement, nous enregistrons constamment des sensations, des impressions, des moments bien, avec des émotions positives, des moments de stress, peut-être des douleurs, enfin nous enregistrons plein de choses. Et nous les oublions comme dans notre mémoire vive au fur et à mesure, comme je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo, c'est que heureusement, notre cerveau ne maintient pas tout en état actif au niveau de la mémoire, et donc la plupart des choses, elles passent, elles glissent, mais dans le disque dur, ce n'est pas effacé. C'est comme un ordinateur, si on n'a pas été appuyé sur delete ou déprogrammé, reprogrammé autrement des programmes, ben, ils sont toujours là. Hein. Même si on éteint un ordinateur pendant 50 ans, quand on va le rallumer, ben, il y aura toujours les mêmes programmes. Donc en fait, on enregistre tous les jours et je vais vous dessiner ça de manière extrêmement schématique pour faire des petits ronds pour dire ce qui est sympa. Donc toute notre vie, nous enregistrons des petits ronds comme ça, des trucs sympas. Et puis, nous enregistrons aussi des trucs pas sympas. Et je fais exprès des différences de forme pour dire ce qui n'est pas sympa. Et tout ça, ça va un peu se mélanger. Mais le niveau, là, il n'est pas totalement imperméable, autrement ça ne servirait à rien. D'ailleurs,
le niveau de l'eau, il n'est pas totalement imperméable non plus. Il y a de la pluie qui tombe et il y a de l'évaporation qui se fait. Hein. Et là, c'est la même chose, conscient, inconscient. Il y a des mini échanges quand même. Voilà. Et quand on a beaucoup de bonnes expériences enregistrées, je vous rappelle que ça enregistre aussi de notre ADN, hein, n'oubliez pas l'épigénétique, mais dans l'inconscient, c'est enregistré bien, c'est sympa, ça va donner des bonnes sensations comme ça, de bien-être, de confiance en soi, de confiance en la vie, de positivisme, enfin, etc. Ça va donner des bonnes sensations, une bonne base, une bonne sécurité de base sur laquelle on vit. Quand on a des choses négatives qui sont enregistrées, après c'est une question de plus ou de moins. Je veux dire, si vous avez enregistré 56 choses positives et 3 négatives, ça va, et puis si c'est à l'inverse, il va y avoir des problèmes. Donc, à un certain moment, vont apparaître là des sensations négatives. Ça, c'est un gros truc. Alors, ça, voilà. Pour dire, en fait, au conscient que là, il y a des problèmes qui ne vont pas. D'accord? Et le conscient, lui, ne comprend rien. Parce que là, on va écrire quand même, conscient, inconscient, le conscient, c'est le mental. Et le mental, lui, il ne comprend que le langage verbal. Je vais mettre un peu des couleurs pour que ça... Le verbal. Et l'inconscient, il parle avec un langage non verbal. C'est comme ça que le psychisme s'est débrouillé pour qu'il y ait quand même une limite. Parce qu'autrement, on aurait fait comment? Pour qu'il y ait une limite, c'est juste... Autrement, tout se serait tout le temps mélangé. Et comme le psychisme a réussi à mettre cette limite assez extraordinaire entre le verbal et le non-verbal, le conscient ne comprenant que le verbal, ça va. On n'est pas trop envahi. Sauf quand tout à coup ça déborde. Et quand on n'arrive plus, quand il y a trop d'énergie négative, ça va commencer par donner des sérieux problèmes. Parce que il faut comprendre que c'est comme si l'inconscient, il voulait dire « Eh, oh, j'ai un problème de douleur, j'ai un problème d'angoisse, j'ai un problème d'abus, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça. » Alors il va envoyer toutes sortes de messages là-haut pour dire qu'il faut régler le problème. Mais comme le conscient ne comprend que le langage verbal, eh ben, il ne comprend rien. Et donc, ce qui devait au départ être génial, parce que c'était un filtre justement pour que les choses ne se mélangent pas trop, du coup, ça devient un piège, ça devient une barrière. Et là, maintenant, ça ne va plus. Parce que l'inconscient qui essaye, par tous les moyens possibles, imaginables, par des douleurs, par des sensations, par des émotions, par des troubles du comportement, par toutes sortes de choses pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, eh bien, l'inconscient ne comprend pas et donc ça va déborder. Et donc on va avoir, on va dire ici, je ne sais pas si
vous arrivez encore à le voir. Ah non, c'est trop bas, du coup. Voilà, est-ce qu'on le voit? Je vais écrire là. On a ici des causes. Et on a ici des conséquences. Des conséquences. C'est-à-dire des symptômes. Voilà. Et c'est là qu'on va commencer à avoir les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des choses qui deviennent visibles, palpables, autrement que juste dans l'inconscient, qui vont se manifester, qui vont être des manifestations symptomatiques. Et ben voilà, le mental qui comprend que les paroles, le verbal, il ne comprend pas. Donc il va se passer en fait une incompréhension entre ces deux parties de soi. Et ça va détraquer malheureusement tout le système. Il peut y avoir des sérieux décalages, des délais dans le temps entre un moment où il y a par exemple il y a eu un abus sexuel dans l'enfance et au moment où il y a vraiment des symptômes palpables au niveau de toutes sortes de troubles génitaux ou comportementaux. Il peut y avoir plusieurs années de délai où on a oublié les choses et puis à coup, boum, ça remonte. Probablement qu'il y avait déjà toutes sortes de signes d'appel, mais on ne les a pas observés. On n'a pas fait attention. Et tout à coup, il y a tout qui nous explose à la figure. Alors, il y a toutes sortes de douleurs, toutes sortes de manifestations. Mais, en général, elles ont un sens aussi par rapport à la localisation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez eu un abus sexuel et que donc votre appareil génital a été abîmé, vous n'aurez pas des problèmes au bout des ongles ou pas, je sais pas, dans l'oreille ou sur le pied. Vous aurez des symptômes dans cette zone. Mais après, il y a toutes sortes de langages psychosomatiques qui touchent des organes où il n'y a pas vraiment eu une lésion de cet endroit-là, mais où cet endroit du corps représente quelque chose. Donc, vous pourrez avoir des douleurs aux pieds ou des douleurs aux genoux, disant « je peux pas marcher, je peux plus avancer, etc. » Ou vous allez faire un infarctus parce que j'ai mal au cœur, ou vous avez des lumbagos parce que j'en ai plein le dos, et j'ai des mal à gorge parce que je ne peux pas avaler ça, ou je ne peux pas dire, hein, c'est dans un sens ou dans l'autre, ou effectivement, vous pouvez avoir mal aux oreilles parce que je ne peux plus entendre ça. Enfin, le langage symptomatique est assez parlant. Bon, alors ça, je ne l'ai pas inventé. Vous trouvez ça dans tous les bouquins psychosomatiques. Et en fait, les psychosomaticiens sont à l'habitude. Quand quelqu'un a des problèmes au genou, on va dire « mais en fait, pourquoi vous ne pouvez plus avancer ?» Ou si il y a toujours des maux de dos, on va dire « mais pourquoi vous avez mal au dos? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce qui fait que vous avez plein de dos, etc. » Donc on utilise ce langage. Et les patients, en principe, le comprennent assez bien. Et en fait, le problème, c'est que ils y attachent de l'importance beaucoup trop tard. C'est-à-dire que, au départ, quand il va y avoir un dérèglement du système, on va avoir quelques petits symptômes par-ci, par-là, et puis la personne, elle va juste pas faire attention. Elle va dire « oh, bon, c'est rien, machin, etc., ça passera, etc. » Et donc, le symptôme va devenir de plus en plus fort
et de plus en plus précis. Et jusqu'à ce qu'un jour, si vraiment ça n'a pas été entendu, cette maladie psychosomatique, elle devienne une vraie maladie. Donc il y a une progression comme ça. Et c'est là que souvent on arrive un peu tard. Alors, je vais vous dessiner un tout petit peu ça, mais c'est extrêmement schématique, parce qu'il y a des étapes qui peuvent se refaire plusieurs fois, il y en a qui peuvent être sautées, enfin, voilà, il faut juste comprendre le mécanisme. Et après, il faut s'écouter un peu. Alors, j'espère que vous avez compris qu'on a des maladies psychosomatiques quand on a enregistré des problématiques dans notre disque dur. C'est ça que j'aimerais que vous ayez entendu. Et donc, si on écrit juste un tout petit peu ce schéma, au début, il n'y a rien ou pas grand-chose. Ou une petite symptomatologie de 3 jours, voilà, une grippe, un truc comme ça, voilà. Une banalité, ce qu'on prend pour une banalité, on va mettre banalité. Et après, si on ne fait pas attention, si le problème continue, on s'en rajoute encore d'autres. Je vous ai expliqué comment c'était pour les victimes. Elles s'en ramassent chaque fois une nouvelle. Il va commencer à y avoir des symptômes ou des douleurs. C'est souvent des douleurs d'ailleurs. On va marquer douleur, mais douleur occasionnelle. Et après, on va rentrer progressivement dans les douleurs chroniques. Et là, partout, c'est tout ça, c'est des symptômes psychosomatiques. Symptômes, ou maladies, ça dépend. On dit maladie quand il y a quelque chose qui s'est un peu organisé. D'accord? C'est plutôt de la maladie. Autrement, c'est une fois là, c'est plutôt un symptôme. Mais bon, vous pouvez dire comme vous voulez. Mais jusque-là, c'est psychosomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème lésionnel sur l'organe qui fait mal ou qui dérange. Je vais prendre l'exemple du côlon spastique parce que c'est quelque chose qui est très fréquent chez les gens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent du côlon spastique. Et effectivement, quand ça commence, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'une fois de temps en temps, on a un peu une tortillée dans le ventre, une fois, on a peut-être un trouble du transit, on a peut-être 2-3 choses comme ça. Et ça va commencer à faire de temps en temps mal. Assez mal quand même. Les gens qui ont des côlons spastiques, ils ont vraiment mal. C'est pas juste une imagination. Hein. Et ça peut durer plusieurs années qu'ils ont occasionnellement mal, puis après ça part. Mais si on n'a pas compris qu'est-ce que le côlon est en train de tenter de nous expliquer, eh bien, on va finir par avoir vraiment le côlon spastique. Et à ce moment-là, ça peut toucher les gens plusieurs fois par semaine. Ils peuvent vraiment avoir des crampes abdominales épouvantables. Ça fait très mal. Et quand on fait des examens de ce côlon, il est normal.
Et les gens ils peuvent vivre des 20, 30, 40 ans avec des colons spastiques. C'est donc une vie horrible pour tous ces gens qui ont tout le temps des symptômes pour lesquels ils ont déjà consulté 100 000 fois et on a toujours dit qu'il n'y a pas de problème et on n'a pas beaucoup de médicaments qui soulagent. On essaye de donner des traitements de fond mais ça marche moyennement bien. Et donc, il n'y a pas de lésion d'organes. Le côlon, il est en parfaite santé, il n'y a pas de problème. Et pourtant, à un certain moment, chez certaines personnes, il peut tomber malade. Et on peut quand même faire, par exemple, un cancer du côlon. Il y a d'autres pathologies, il y a des diverticules, il y a plein de choses. Hein, donc je ne vais pas vous faire un cours de gastroentérologie, c'est pas le but. Je vais juste vous expliquer le principe. Et quand on arrive là, on a des maladies, à ce moment-là, somatiques. On a des troubles lésionnels. Cette fois, il y a une lésion. Cette fois, il y a une atteinte d'organes. Donc, on n'est plus dans une maladie psychosomatique, on est dans une maladie somatique. J'essaie de voir ce que je vais faire. Voilà. Et là, on est dans du somatique. Alors, ce que j'aimerais que vous gardiez comme information de ça, c'est que quand il y a un symptôme qui commence à se répéter souvent au même endroit, il va falloir aller lui demander qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et il faut qu'on refasse un peu notre historique. Alors, par exemple, il y a un problème qui est fréquent. C'est chez les femmes, ce sont les infections urinaires. Vraiment, je vous dis qu'en médecine générale, mais probablement en gynéco, puis il y a tout le temps des femmes qui ont des infections urinaires, mais c'est tous les jours. C'est un symptôme extrêmement fréquent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, ma pauvre madame, vous avez des infections urinaires, on va prendre des urines, on va les examiner, on va faire un antibiogramme, on va faire des cultures d'abord de bactéries, après on va faire un antibiogramme pour voir si les bactéries, à quoi elles sont sensibles, et on va traiter. Mais, si c'était juste occasionnel, c'est une fois, bon c'est bon, si ça revient, on se retrouve dans des situations où on a vraiment des cystites et en fait, quand on examine les urines, elles sont normales. Et alors là, il n'y a plus personne qui comprend rien parce que ce sont des urines qui sont entre guillemets stériles, il n'y a plus de bactéries, mais il y a la même symptomatologie. Et là, les médecins sont très embêtés, ils ne savent plus que faire. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils sont démunis. Alors, ils font quoi? Ils prescrivent encore des antibiotiques, mais ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de bactéries. Et là, on ne capte pas le message. Et je peux vous dire que les infections urinaires, c'est un des symptômes les plus fréquents, devinez, d'abus sexuels. Mais jamais aucun médecin y pense. Jamais aucun médecin pose cette question. Et comme la plupart des femmes qui ont subi des abus sexuels n'en ont pas parlé, ou rarement, ou n'ont pas eu d'écoute, et comme les médecins n'ont pas eu de formation là-dessus, personne n'y pense. Et c'est des vies entières où les femmes ont tout le temps des infections urinaires, parce que la problématique de base n'a pas été entendue.
Alors, c'est pas juste le fait d'avoir compris qu'il va faire que les infections urinaires vont s'arrêter. Il va falloir faire des vraies thérapies de fond. Et moi, donc, je fais des thérapies émotionnelles. Ça ne veut pas dire que s'il y a une infection urinaire, je ne la traite pas, attention. C'est pas la même chose. Mais ça ne suffit pas de traiter les symptômes, il faut aller à la cause. Il faut aller dans le fond de l'iceberg. J'aimerais vous raconter ma première thérapie émotionnelle. Elle était tellement incroyable que, en fait, je l'ai écrite dans mon livre qui s'appelle Sommes nous tous des abusés. C'était vraiment la première. Hein. J'avais fait un cours où on avait des approches émotionnelles assez... c'était pas ce que je fais, mais c'était assez proche. Et là, je me suis trouvée... J'avais fait un cours, je crois, le samedi ou le dimanche. Et puis, j'ai dû avoir ma consultation le mercredi, enfin, quelque chose comme ça. Et voilà, donc, une patiente qui arrive, une femme d'une quarantaine d'années, qui, il y a 3 mois en arrière, a fait une gigantesque angine. Mais vraiment un gros truc. C'est la première fois de sa vie qu'elle faisait une angine. Alors bon, je me suis dit, elle fait une angine, quoi. C'était encore très, très généraliste, très somaticienne, traditionnelle. Je n'ai même pas pensé qu'il y avait un symptôme là derrière, vous voyez. J'ai quand même un peu évolué. Mais enfin bon, j'ai donné les antibiotiques. Bon, ok, ça va mieux. Ça. 1 mois plus tard, elle refait une angine. Alors, raisonnement traditionnel du médecin, somaticien, généraliste, je me dis, oh, j'ai pas dû donner le bon antibiotique. Alors je me suis dit, bon, ben, j'avais été faire un traitement à l'aveugle. Cette fois, je vais faire... quelque chose de plus ciblé, je vais faire un frottis de gorge, on va faire une culture, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme bactéries, on va traiter plus spécifique. Donc c'est ce que je fais, ça passe. 1 mois après, donc le fameux mercredi là, elle arrive, mais une angine, mais je vous jure, j'ai jamais vu un truc pareil comme ça. Voilà. Des amygdales qui étaient rouges-violettes, des ganglions qui l'étouffaient presque, elle pouvait quasi plus parler, elle pouvait évidemment rien avaler, mais vraiment un truc énorme. Et je suis restée, mais scotchée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette patiente? Elle n'a jamais fait ça toute sa vie, tout à coup, paf, 3 fois de suite en 3 mois. Et là, une petite lumière s'est allumée, enfin. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à avaler? Non, pardon. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit, bah rien, j'ai une angine. Puis j'ai dit, non. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à avaler? Elle me dit, mais rien. Je dis, si, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à avaler parce que votre corps, il me dit. Alors, vous n'avez pas compris. Donc, cherchons, qu'est-ce qui se passe? Mais j'assure, rien. Je dis, non, mais on va prendre un chapitre après l'autre. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel? Puis elle me dit, oh, j'ai bien ma collègue qui m'énerve. Et j'ai dit, ah bon? Et alors, j'ai dit, vous avez les boules, quoi. Elle me dit, ah oui, j'ai les boules. Je dis, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Je lui ai dit, écoutez, je vais vous faire une thérapie émotionnelle. Je dis, je vous expliquerai une autre fois parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Et j'ai commencé à faire une thérapie émotionnelle avec elle. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cette collègue? Elle me dit, oh, mais je vais lui faire bouffer le téléphone. Et j'ai dit, très bien, faites-lui bouffer le téléphone. Donc c'était tout dans un état hypnotique, donc elle peut se l'imaginer. Et là, elle se met à hurler de rire. Mais c'était la thérapie par le rire, j'ai jamais vu ça. Elle a une gorge comme ça, elle riait aux éclats. Et moi, je me suis mise à hurler de rire avec elle parce que c'était tellement contagieux. Et on a fait un fou rire de 10 minutes en tout cas, les deux. Et je pense que le patient qui attendait dans la salle d'attente, il a dû se demander s'il n'était pas arrivé dans un cabinet de fou. Mais voilà, c'était incontrôlable et c'était absolument fabuleux. Je me suis dit, tiens, il y a le rire qui entre dans la thérapie, je pense qu'on a changé quelque chose. J'avais entendu ça une fois dans une formation, que quand le rire rentre dans la thérapie, il y a quelque chose qui change. Et je me suis dit, demain, elle aura plus mal. Voilà, c'est vraiment ce que je me suis dit. Et du coup, je ne lui ai pas prescrit d'antibiotiques, je lui ai prescrit des anti-inflammatoires parce que franchement, la pauvre, elle était dans un état.
Et je me suis dit, demain, elle aura plus mal. Et elle part, elle revient 5 minutes après, elle frappe à la porte, elle me dit, vous avez oublié de me donner l'ordonnance pour je sais pas quoi. Puis je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Alors je prends l'ordonnance, je sors à la réception, je laisse le patient encore pas 3 minutes tout seul. Et là, elle me dit, vous savez, j'ai plus mal. Et je l'ai regardée, et j'ai dit, mais c'est hallucinant, ça fait 10 minutes qu'on a fait bouffer le téléphone à l'autre, et elle a plus mal. Et ça a été vraiment ma première thérapie émotionnelle, une des plus efficaces que j'ai jamais vues. Elle est venue 2 semaines après pour autre chose, elle me dit, mais vous savez, l'autre soir, je suis sortie de chez vous, je n'ai plus eu mal du tout. Et ça ne s'est plus jamais présenté. C'était vraiment impressionnant. Et il aurait fallu filmer. Voilà, je n'ai pas pu filmer, il aurait fallu filmer. Voilà, c'est ça, la psychosomatique. D'accord? Donc, quand vous avez des symptômes qui viennent, posez-vous des questions sur ce qui vient de se passer. Chaque fois que j'ai un patient qui vient ici et qui tout à coup arrive avec une grippe, pas possible, je sais pas quoi, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois, il me dit, j'ai eu la grippe. Je dis, oui, je sais, mais hier, vous n'avez pas eu la grippe. Il y avait des virus aussi, pourquoi hier vous avez résisté et pas aujourd'hui? Et des fois, on prend l'agenda, on regarde, c'était quel jour, etc. Et en refaisant des recoupements, on voit à quel moment le système s'est détraqué. Et souvent, c'est dans l'heure qui a précédé le symptôme. C'est très précis. Et tout ce qui est notamment de l'ordre des infections, voilà, des infections urinaires, des infections de l'ORL et tout ça, c'est très précis. C'est dans l'heure, des fois même plus rapide que ça, parce que je l'ai observé chez moi, bien sûr. Je suis ma première patiente. Quand j'ai tout à coup mal à la gorge, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et je retrouve, c'est dans 5 minutes, 10 minutes avant, il y a un truc qui s'est passé, qui n'était pas OK, et j'arrive à ce moment-là à voir qu'est-ce que c'était et à rectifier la situation avant que ça prenne des ampleurs comme ça. Et donc, on a même maintenant une explication de la psychoneuro-immuno-endocrinologie. Vous voyez, ça devient très très spécifique, où on voit que quand il y a un choc émotionnel, l'effet du choc fait donc une sidération, et l'effet de sidération va paralyser le système immunitaire pendant 1 heure à 1 heure et demie. Et c'est à ce moment-là que tous les virus que vous portez sur vous vont pouvoir se développer. Voilà. Donc, le système était compréhensible avant la psychoneuroimmuno-endocrinologie, mais maintenant on a une explication pourquoi c'est comme ça. Et donc, c'est important que nous écoutions nos symptômes psychosomatiques parce qu'ils nous expliquent où est le problème. Et quand mes patients viennent et puis que je leur dis qu'est-ce qui s'est passé, ça les agace profondément parce qu'ils ont juste la grippe. Et chaque fois qu'ils reviennent, je refais la même chose, donc à la fin, ils disent oh, ça suffit. Et maintenant, quand ils viennent, et que ça fait 6 mois, 1 année qu'ils viennent me trouver, ils disent alors écoutez, j'ai une grippe, mais je sais pourquoi. Voilà. Et la personne a appris à écouter ses symptômes psychosomatiques, et ça va éviter de faire des maladies graves après. Parce que le corps est intelligent, et s'il vous envoie les symptômes, c'est pour qu'on les écoute, c'est pas qu'on essaye de les balayer, ça n'a pas de sens. Donc, si on a un symptôme, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et on arrive à décrypter, on devient de plus en plus intelligent au point de vue de l'émotion pour comprendre qu'est-ce que le corps nous dit, et le corps ne se trompe jamais. Voilà, c'est le mental qui se trompe, mais le corps, il est hyper précis. Alors, j'espère que vous avez une bonne idée de ce que c'est que la maladie psychosomatique, les maladies psychosomatiques, les manifestations psychosomatiques, et prenez donc l'habitude de les écouter et de vous questionner, et si besoin, d'aller consulter
Voilà, c'est comme ça qu'on peut sortir de ça et éviter d'entrer dans du lésionnel. Voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Lies the sea.